sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? Stéphayako. Alors aujourd'hui, je reçois Kofi. Salut Kofi. Et bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Je suis trop contente de te recevoir. Merci à toi surtout. Je vais te présenter très rapidement. Tu es tatoueur au Shop Alchimique à Lyon après des années en Belgique et tu fais partie de ce qu'on appelle un peu la veine graphique française. Moi, j'adore ton esthétique et les petits personnages que tu crées. Et justement, je voudrais qu'on fasse un focus dans cet épisode sur ton univers. On va décortiquer un peu ton univers, si ça te va. Allez, on peut faire ça. Allez, c'est parti. Alors, la première question, la question signature du podcast, tu vas pas y couper. C'est quelle est ta propre définition du tatouage ? Alors, moi, j'ai toujours envisagé ça comme juste une recherche esthétique, en fait. On va dire une réappropriation du corps et faire des choses que j'estime jolies, sur moi ou sur les autres. Voilà. Après, le sens qu'on leur donne, je pense que c'est pas vraiment ma partie de travail. Moi, je cherche juste de l'esthétique, en fait. Ok, le sens n'est pas obligatoire. Voilà, ouais. Moi, j'aime bien le cool. Après, à définir selon les gens, mais je crois que c'est toujours ce que j'ai voulu rechercher. Ouais, ça se retranscrit bien dans ton travail. Comment t'es arrivé dans le monde du tatouage ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers cet art ? Alors, je suis arrivé dans le monde du tatouage un peu par hasard. C'était vraiment un coup de chance. C'est Xoil qui m'a formé. Et on avait un ami commun qui se faisait tatouer par lui. Et pendant leur session, ils discutaient qu'ils cherchaient un apprenti avec un style graphique, un bagage artistique pour lui à apprendre de ce côté-là. Et du coup, mon pote est venu me chercher, j'ai pris mon book, je suis allé voir Xoil et ça s'est fait. Du coup, c'était vraiment le bon endroit, le bon moment. Ouais, le coup de chance, quoi. Ouais, le karma, si on y croit, mais vraiment, ça a été très très facile. Parce que moi, j'étais déjà tatoué avant. Du coup, je l'avais fait le jour de mes 18 ans. J'avais attendu sagement d'être majeur. Il y en a beaucoup qui prennent le rendez-vous le jour J. C'était vraiment le tatoueur de village, parce qu'il avait déjà tatoué ma sœur avant. Donc c'était un dessin que j'avais fait, mais sans vraiment rentrer dans la culture tatou. Je savais pas ce qui était possible. C'était encore, c'était en 99. Du coup, c'était vraiment encore le tatouage un peu à l'ancienne. Années 90, quoi. Voilà. Et justement, quand tu as commencé dans le tatouage, c'était quoi tes principales influences artistiques, qu'elles soient dans le tatouage ou dans d'autres domaines, bien sûr? Du coup, Xoil m'avait montré tout le nouvel élan graphique qu'il y avait. Il m'avait montré la première vague graphique, donc le travail de Yann Black, surtout en amont. Et après, tout ce qui avait découlé, Lionel, Out of Step, il y avait le travail de Léa, Jeff, Kostek de la boucherie moderne, puis du Congo. Donc c'était vraiment un univers que j'avais trouvé... je savais pas que c'était possible de le faire en tatouage, parce que vraiment c'était quelque chose où j'avais pas vraiment creusé, et je me suis dit ouais merde, on peut faire ça, hein. Des gens le demandent. Du coup j'avais
pris confiance dans le fait que mon style de dessin pouvait être transposable en tatou. Oui, ça a vraiment changé la donne aussi dans Oui, le monde du clairement, tatouage. Clairement. Après, moi, je pense que je suis arrivé un peu au bon moment parce que les portes étaient déjà ouvertes. Yann a entrouvert la porte, même il l'a même carrément ouverte. Et moi, je suis arrivé juste après. Du coup, ça a été, c'était déjà ancré. Oui, déjà avoir la possibilité de changer les codes et du coup, pour toi qui arrivais, de laisser libre cours à ta créativité sans rentrer dans ces fameux codes qu'ils avaient un peu déjà défoncés, quoi. Oui, voilà. Le chemin était déjà tracé. Du coup, moi, j'ai juste suivi le sillon. Mais justement, ton style est super reconnaissable. Si on n'a pas envie de juste le décrire comme graphique, comment toi tu le décrirais en quelques mots? Ça a toujours été assez compliqué personnellement de décrire mon style parce que c'est quelque chose que je fais, je vais dire instinctivement, hein. Je me souviens que pour une conve, on m'avait demandé de dire avec quelques mots comment décrire le style et j'avais pas d'idée. Du coup, je m'étais dit potato graphique, voilà, quelque chose de graphique avec des dessins un peu patates. C'était pour la blague, mais au final, je trouve que ça définit assez bien. Tu t'es trouvé une nouvelle case potatographique. Voilà, je Dans la trouve le famille nom. graphique, je voudrais la famille patate. La famille patate. Mais justement, comment t'es arrivé à développer ce style? Est-ce que ça a été une évolution naturelle dans ton travail ou un parti pris délibéré dès le départ? Un peu des deux, parce que c'est-à-dire que j'avais déjà ce style depuis tout le temps, hein. J'ai toujours gardé le style dessin enfantin au fil des ans, et le tatou a influencé mon style. C'est-à-dire que j'ai pu affiner avec les différentes techniques. Je pense que avec Xoil, on était parti faire la convention de Birmingham. Donc j'étais encore assez jeune dans le tatou, j'avais qu'une seule année, je suivais Xoil en convention. Et j'avais découvert un gars qui faisait du dot work. Technique que je connaissais pas et je l'avais vu faire et je m'étais dit, waouh, ça peut être quand même cool comme technique, hein. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir pousser le réalisme de mes têtes d'animaux, par exemple, chose que je faisais pas en dessin avant. Du coup, là, j'ai pu vraiment mettre les deux styles, mon trait enfantin, plus le réalisme que je pouvais pousser grâce au dot work, hein. Du coup, je pense que c'est la technique du tatou qui m'a fait affiner mon style que j'avais déjà au début. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois des motifs et des techniques qui définissent un peu ta signature. Est-ce qu'il y a des éléments un peu incontournables? Je pense le trait un peu enfantin, un peu tremblant, que je trouve qui est quand même peut-être une marque de fabrique, je dirais, un gimmick que j'ai. J'ai toujours aimé les animaux, en dessiner aussi. Je trouve que c'est un univers qui est quand même assez vaste. Et après, tout s'est entrecoupé. J'ai grandi dans les années 90, du coup, avec l'arrivée du hip-hop, avec tout ce que ça entraîne, du coup, le graffiti. Et je me suis vite rendu compte qu'en lettrage, en graffiti, j'étais pas très très fort ni très à l'aise. Et je sais pas si tu te souviens, mais dans les bouquins de graffiti de l'époque, il y avait toujours des doubles pages où il y avait des dessins de stickers. Et tout jeune, je m'étais dit, ouais, ça c'est cool. Tu vois, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'était vraiment le recherche du dessin joli et cool, hein. Et je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire. Plein de petits persos, assez simples, assez efficaces. Et du coup, tout ça, ça a nourri avec le cinéma, la musique, beaucoup le catch, parce que j'ai grandi en aimant le catch et j'ai jamais vraiment arrêté. J'aime bien, je l'avoue. Et du coup, il y a Ça tout se voit, il y a souvent des petits masques de catcheurs sur les animaux, un peu ambiance lucha libre parfois. exactement, parce que je trouve qu'il y a des codes esthétiques qui sont Ouais. vraiment super cool. Visuellement, c'est beau, c'est un spectacle, hein. Et ça se retranscrit encore aujourd'hui, parce que tous les titres d'illustration que je peux faire, ça a tout un rapport avec le catch. Ça parle qu'à moi, parce que je je saoule tout le monde avec le catch, mais ça n'intéresse personne, hein. Ma femme en premier, viens, on regarde du catch, gros.
Elle est gentille, elle veut bien, mais Je comprends, c'est pas le trip de tout le monde, mais en tout cas, il y a une esthétique qui est reprise. Et tu publies beaucoup de flash, des petits personnages, donc ça te permet aussi de faire ce que tu as envie de faire. Mais comment tu adaptes ton style aux commandes des clients? Alors, pour les flashs, j'en fais quand j'ai envie de bosser des thématiques un peu plus précises. Quand j'ai une idée, que j'ai envie de pousser le délire dans ce sens-là. Mais la plupart du temps, en tatou, j'avoue que je préfère bosser à la commande. Ça se fait assez facilement parce que du coup, les gens, avec le temps, comprennent mon style et ils ont envie de quelque chose dans cet univers-là. Du coup, eux viennent avec leurs idées. Et moi, après, j'adapte librement. Du coup, ils me donnent généralement beaucoup de liberté dans le traitement et dans la manière de faire. Hein. Du coup, c'est vrai que les gens arrivent, ils me donnent quelques mots-clés, une envie. Généralement, c'est beaucoup d'animaux, parce que j'aime bien faire et les gens aiment bien en avoir jusqu'à là. Hein. Et puis après, je me débrouille, je fais ma petite popote. Hein. C'est assez facile parce que ça reste toujours dans mon univers, donc c'est quelque chose qui est assez inné pour moi. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir refuser un projet parce qu'il correspondait pas à ton identité artistique? Peut-être au tout début, mais maintenant je pense qu'il y a une espèce de sélection qui s'est faite et je refuse généralement peu de projets, voire pas du tout, parce que du coup les gens me demandent vraiment ce que je sais faire. Du coup, c'est assez simple. Il y a quelques animaux pas que je refuse à faire, mais que je ne sais pas dessiner. Parce qu'il y a, par exemple, je prends, qu'est-ce que je pourrais dire, un écureuil. Je trouve ça trop cool. Un écureuil, c'est trop joli, mais à dessiner, c'est chiant. Il se passe pas grand-chose. C'est une toute petite tête ou par exemple, je prends aussi l'exemple d'un ours de face. Je sais pas faire. Hein, parce que c'est une grosse boule de poils avec deux petits yeux au milieu et un petit museau. Et j'arrive pas à le rendre cool. Mais sinon, la plupart du temps, ça se fait assez naturellement. Et même au fil des années, je découvre encore plein d'animaux parce que les gens me demandent des animaux qu'ils aiment bien, que je connaissais pas. Du coup, je vais chercher sur Internet. Récemment, j'ai fait un oryx. Je savais pas ce que c'était. C'est une espèce d'antilope du désert qui est super belle avec des grandes cornes toutes droites. Par exemple, je connaissais pas cet animal et c'est chouette, ça fait de la culture. Hein. Ah oui, c'est cool. En plus, ça développe un peu la curiosité, ça fait découvrir des nouveaux animaux. Et est-ce que tu passes toujours par le dessin avant de tatouer ou ça t'arrive de faire des tatous directs en freehand? Alors les tatous que je fais direct en freehand, c'est vraiment pour des petites blagues entre potes mais la plupart du temps, je travaille tout en amont. Je suis assez autiste dans mon travail, du coup j'aime bien travailler tout seul, faire mes recherches, parce qu'il y a une espèce de process qui n'est pas forcément acté. Du coup, je vais chercher des photos, je regarde, je lis un petit peu Wikipédia pour savoir les différentes caractéristiques d'animaux ou quoi que ce soit, hein. Ou même pour tous les sujets, je vais chercher. Je regarde beaucoup d'images sur Google. Et quand je trouve une image qui me parle, à partir de là, je vais la travailler. Du coup, c'est vrai que c'est tout acté au début. Et il y a énormément de dessins. Mais du coup, l'acte du tatou en lui-même, il y a peu de place à l'improvisation. Déjà, tout est travaillé en amont. Oui, ça se comprend parce qu'il y a quand même une construction de différents éléments. Mais alors, t'es plutôt papier ou tablette? J'ai ma petite idée, mais peut-être que je me trompe complètement. Alors, je suis exclusivement tablette. Ah, j'étais sûre que c'était papier. Ah ouais, alors c'est fini, quoi. j'ai fini. Je travaille beaucoup sur papier quand je fais mes illustrations, mais en tatou, c'est exclusivement tablette. Avant, je bossais énormément sur Photoshop, donc j'avais une petite tablette Wacom toute pourrie en 1.5 que j'ai gardée super longtemps, hein, et j'utilisais exclusivement les outils dessin sur Photoshop. Hein. Et alors, parce que en premier temps, j'aime pas gommer.
parce que je sais pas gommer. J'appuie trop fort sur mon crayon et du coup je déchire mes feuilles et elles sont toutes froissées, c'est tout nul. Et avec l'arrivée de Photoshop et Procreate sur tablette, je peux recommencer mon trait autant de fois nécessaire. Et je fais beaucoup d'assemblage de différents éléments, du coup je bosse tout à part et après je fais mon montage. Et il y a beaucoup, on va dire, comment on appelle ça, la sérendipité, la création par accident. Du coup, j'aligne mes images et à un moment dans ma tête ça fait POC, mais je me dis ok, les éléments sont bien placés et il y a un certain confort avec la tablette qui est quand même indéniable. Je reste toujours amoureux du papier parce que j'aime dessiner, mais la plupart du temps, ouais, c'est sur tablette. Ok. Et c'est vrai que tes dessins sont très détaillés et ça mélange plusieurs techniques. On en parlait un peu de dot, de réalisme, etc. Est-ce que tu as eu une formation artistique ou tu es autodidacte? J'ai eu une formation artistique, j'ai fait après le bac, je suis parti en école d'art. J'ai eu un parcours scolaire un petit peu chaotique, j'ai jamais terminé aucune des écoles. J'avais fait une école d'art appliqué à Chambéry, c'était un ancien d'Émile Cole de Lyon qui l'avait fait. Du coup, c'était vraiment art appliqué pour faire illustration, graphisme. Et j'ai fait 2 ans sur 3, ce qui est pas mal. Et du coup, après, je suis parti aux Beaux-Arts à Annecy. Et là, j'ai fait 8 mois, du coup, sur 5 ans. Gros, gros pourcentage de réussite. C'était assez compliqué. Je pense que j'étais peut-être pas assez mature pour pouvoir pousser ça à fond. J'étais encore peut-être un peu trop jeune et les gens, ils comprennent pas ce que je fais. Ça a été toujours un petit peu compliqué parce que quand j'étais en art appliqué, donc la première école, on me disait que mon travail était trop plasticien, trop proche de la peinture et trop peut-être conceptuel. Et après, je suis arrivé justement aux Beaux-Arts où on me disait que mon travail était trop illustratif. Du coup, je me suis retrouvé entre les deux et je savais pas exactement quoi faire. Et surtout que j'avais pas, je pense, la maturité et le recul nécessaire pour pouvoir faire évoluer. Alors, du coup, j'avais tout arrêté et petite dépression. Moi, je voulais être peintre à l'époque, du coup, je faisais ça dans ma chambre et je faisais la plonge pour gagner ma vie. Parce que autant dire que la peinture, ça marchait pas forcément plus que ça. Mais j'ai toujours continué à dessiner parce que j'ai fait ça depuis tout petit. Du coup, c'est quelque chose qui est instinctif pour moi. Dès que j'ai du temps libre, je dessine. Ouais, études ou pas, finalement, diplôme ou pas, tu savais que tu voulais dessiner, peindre et ça changeait pas, même si t'as pas forcément réussi à rentrer dans les cases ou les codes des écoles. Oui, je dis ça et encore une fois, je pense que j'étais peut-être pas assez mature. C'est compliqué quand on a 20 ans de vouloir savoir dans quelle direction on veut aller. Parce que j'ai appris énormément de choses, pardon. Du coup, la technique du dessin, quand j'étais en art appliqué, on bouffait des 8 heures par jour de dessin, donc c'était intensif. Et le fait de refaire, de pousser ça à fond, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré plein de personnes que je côtoie encore. Hein. Et il y avait aussi une émulation qui était assez chouette quand tu es en école d'art, c'est-à-dire que tout le monde dessine. Et du coup, j'avais des potes qui avaient un niveau vraiment énorme de dessin ou une culture, hein, que ce soit par exemple dans le manga ou la BD, les films. Du coup, il y avait quelque chose qui était très nourrissant. Et chacun était un peu une éponge, on regardait l'autre. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi le tatou, parce que souvent on bosse en équipe. On s'entoure de personnes et on se tire la bourre. Avec Zoïl, au début, c'était ça, c'était chouette parce que tout était à faire. On avait, comme il l'avait dit dans ton podcast, c'était vraiment un laboratoire. On testait tout, on se donnait des avis, chacun apportait une petite touche au travail de l'autre. Il y avait aussi, comment dire, une espèce de petite locomotive parce que quand l'un faisait un motif, tu regardais et tu disais, waouh, putain, c'est cool, moi aussi je veux faire. Hein. Et toujours step by step, histoire d'améliorer peut-être l'image du shop, l'image de l'équipe. Ouais, vraiment ce côté un peu équipe.
Ouais, un peu challenge. C'est vrai que c'est ce qu'il expliquait, comme tu lui apportais ton univers graphique, lui il t'apportait sa technique et finalement en mélangeant tout ça, ça vous a fait tous les deux vachement vous développer et puis ouais, c'est motivant, ça tire vers le haut Ouais, forcément de te vouloir faire toujours plus et d'avoir quelqu'un avec qui partager ça. oui, et puis ça fait grandir, hein. C'est vraiment, on avait des univers euh, opposés, des comment dire, des caractères aussi opposés. Lui il est très extraverti, très sûr de lui, parce que je trouve qu'il y a une force énorme pour Xoil, hein. Moi j'étais plus calme, réservé, et du coup ça m'a fait grandir en tant que personne, parce que c'est vrai que j'avais un petit côté un peu autiste. Ouais. Je travaillais dans ma chambre, je parlais peu aux gens, et je suis arrivé dans le monde du tatouage. À l'époque, je faisais du walking, c'était pour ça que Loïc m'avait pris, pour que lui ait plus de temps pour pouvoir développer son style. Et du coup, tous les jours, tu avais 4-5 rendez-vous, fallait parler aux gens, faire de l'accueil. Et ça m'a fait grandir aussi en tant que personne. Vraiment une émulation sur le temps. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir toujours m'entourer de personnes assez talentueuses. Donc ça a été quand même assez chouette. Ouais, c'était quand même des beaux shops à chaque fois, Ah ouais, je suis pas tombé n'importe où. c'est clair. Et on peut voir dans tes tatouages une forte influence un peu urbaine. Comment le street art justement a pu nourrir ton approche du tatouage? Je te parlais tout à l'heure des bouquins de graffiti. Comment ça a pu te nourrir? Hum, je dirais parce que j'ai toujours apprécié la musique en général et vraiment la culture hip-hop. Quand c'est arrivé dans les années 90, je comprenais pas ce qu'ils disaient, mais la vibe que ça donnait, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. J'avais trouvé ce que j'avais envie d'écouter, hein. Et aussi, grâce au hip-hop, ça m'a emmené sur toutes les autres cultures musicales, parce qu'il y a eu beaucoup de sampling. Et avec le temps, j'ai pu faire une espèce de parallèle là-dessus, c'est-à-dire que euh, on en revient au hip-hop dans la manière de créer la musique. Il y a beaucoup la technique qu'on appelle le sampling. Du coup, ils vont chercher juste des petites boucles de morceaux de soul, de funk, musique de film et tout ça. En réfléchissant, je pense que je peux faire un parallèle avec ça, c'est-à-dire que je vais chercher des petits bouts d'images à droite à gauche que j'assemble. Donc je pense que ça a nourri un peu mon style, hein. Et après, j'ai toujours été un gros consommateur de films, parce que quand j'étais ado, j'avais pas mal de potes qui étaient partis dans des écoles de cinéma. Du coup, on bouffait vraiment beaucoup de films, beaucoup de séries, des animés, un peu de tout. Donner une tendance lourde, je saurais pas trop la définir, mais c'est plein de petites choses. Il y a une musique de Stupéflix que je trouve assez cool, c'était prendre des petits bouts de trucs et les assembler ensemble dans ma chambre, hein. Et je pense que ça a vraiment été ça, hein. Du coup, c'était un laboratoire. Je faisais des tests, souvent ça marchait pas, et des fois tu te dis ah ouais, il y a un truc. Comme tu disais tout à l'heure, le POC où tu as assemblé plein de trucs, tu les as bougés et là, ça y est, tu sais que ça Ouais, fonctionne bien ensemble. je pense qu'il y a dans ma manière de dessiner, c'est vraiment comme ça où euh, à l'œil, je saurais pas comment vraiment l'expliquer, mais quand je bouge les différents calques, il y a comme un engrenage d'horlogerie où tout s'assemble et je me dis paf, ok, c'est là. C'est pour ça que Photoshop ou Procreate, ça me permet de pouvoir tout tester, hein, et de recommencer si ça marche pas. Et est-ce que tu as pratiqué le graffiti avant de tatouer ou à tes débuts? Est-ce que ça a pu façonner un peu ta manière de travailler? J'ai fait pas mal de graffiti après, à proprement parler, je dessinais sur les murs. Dans la manière je trouve dans la gestuelle du graffiti, on retrouve pas mal dans la gestuelle du tatou, dans la manière de tenir sa bombe. Je trouve que c'est à peu près la même chose qu'avec un dermographe, c'est beaucoup le bras qui travaille plus que le poignet ou les doigts. Ça a nourri, mais encore une fois, c'est assez compliqué personnellement de donner toujours les tendances lourdes, comme je te dis. Ça a vraiment été une évolution au fil du temps qui a fait que j'arrive à un style aujourd'hui. Mais après, peut-être qu'il va encore évoluer les prochaines années.
partir dans une autre direction, ou pas forcément une autre direction, je dirais, mais encore la technique de l'escalier, quoi. Ça, on monte et on regarde où ça va. Et on parlait d'esthétique hip-hop. Est-ce que tu as des références visuelles qui t'ont marqué, d'artistes ou même de mouvements graphiques? Alors, j'ai toujours un petit peu du mal parce que du coup, je pense que je vais dire des noms et après je vais en oublier d'autres. Mais il y avait toujours le travail de Banksy que je trouvais super cool. Il y a beaucoup qui est hors graffiti, mais il y a eu le travail de Terry Gilliam des Monty Python, qui est maintenant réalisateur. Il avait fait le Baron de Munchausen, et c'était un film qui était assez onirique sur les rêves. Ça a été aussi, je crois, en psychanalyse. Mais du coup, il y avait beaucoup de décors théâtraux qui étaient un petit peu faits en papier mâché. Et c'est un univers qui m'a toujours parlé. C'est-à-dire recréer quelque chose, mais on voit que c'est du décor. Donc ramener à la réalité quelque chose qui est fake. Et en termes ouais, ça peut être de graffeurs ou même d'artistes musicaux, enfin de rappeurs ou quoi. Est-ce que tu peux me citer quelques artistes qui ont eu un impact direct sur ton style? Est-ce que tu le sais que ça va t'inspirer ou tu as besoin d'être dans cette ambiance-là pour créer? Alors, en grosse référence hip-hop, j'ai eu beaucoup MF Doom. C'est un rappeur masqué, il a le masque, peut-être que tu as certainement déjà vu, le masque de Gladiator. Et il montrait jamais son visage, et il faisait toujours des trucs, c'était vraiment ce qu'on appelle le rap alternatif, donc un truc qui était hors des sentiers battus, et qui faisait énormément de collaborations. Et c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé, les collabs, parce que il s'adaptait au style des gens, il avait quelque chose vraiment de protéiforme, beaucoup de personnalité. Du coup, il y avait vraiment quelque chose qui était... On en revient un petit peu au catch, quelque chose de masqué, de faux, mais cool, quoi. Il y avait des alias, il pouvait faire des featuring avec lui-même. C'était ça qui était vraiment cool. Et après, il y a eu l'arrivée en France du rap alternatif dans les années 2000. Donc c'était vraiment TTC, Zwinkels. Et c'était vraiment le rap français où je m'identifiais. Parce que moi, j'ai grandi dans un village, on était 40. Du coup, c'est vrai que le rap classique français, années 90 de banlieue, c'était chouette, mais ça me parlait pas. Parce que moi, j'avais pas d'arrêt de bus, du coup je pouvais pas squatter dedans, hein. Et c'était assez chouette parce qu'ils commençaient à sampler des musiques de films, des jeux vidéo, ils avaient des lyrics un peu abstraites, ou quelque chose de très onirique, un petit peu foufou, quoi. C'était vraiment je peux faire le parallèle avec l'arrivée du graphique en tatouage, quoi. C'était vraiment quelque chose de nouveau, de frais. Et tout ça, c'est nourri petit à petit. Il y avait un travail d'écriture, c'était abstrait, c'était presque poétique, des fois absurde, un petit peu pipi caca, parce que c'était marrant aussi. Au bout d'un moment, le rap n'était pas que contestataire. Il y avait aussi de la blague. C'était festif. C'était l'époque, la drogue, l'alcool. C'était chouette, quoi. Ouais. Ouais, justement, en fait, je voulais te demander parce que le hip-hop, le street art, c'est quand même souvent une dimension engagée, voire politique. Est-ce que toi, tu as une approche similaire avec ton tatouage? Est-ce qu'il y a des messages que tu aimes transmettre à travers tes créations ou pas? Je fais généralement peu de militantisme, on va dire, dans mon dessin. J'ai des convictions. Je sais que la cause animale me touche particulièrement, le véganisme et tout ça, mais c'est pas quelque chose que je dis par rapport à mes dessins. C'est quelque chose qui me concerne moi. Je suis assez pudique là-dessus. Si on me demande, j'en parle volontiers. Mais c'est pas quelque chose. C'est peut-être un parti pris, et encore une fois, parce que j'ai une démarche assez pudique dans la vie et dans mon dessin.
j'offre un produit final. Après, les démarches me sont personnelles. Du coup, j'ai jamais fait de dessin revendicatif, à part si on me le demande. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est personnel et qui peut-être se voit. Encore une fois, je parlais de tendance lourde, on voit sur l'évolution que le ressenti est là, mais c'est pas quelque chose que je vais affirmer. Oui, c'est plus subtil, même si je pense qu'on peut lire entre les lignes parfois des motifs ou des illustrations que tu as pu proposer, mais effectivement, c'est pas forcément affiché. Ouais, j'aime bien la subtilité, mais c'est vrai que j'aime bien mettre juste quelques petits indices. Après, c'est peut-être une démarche un petit peu perso, rester un peu mystérieux, donner des petits indices, et pour qu'au final, voir sur le long terme, on se dit, mais c'est bien sûr, hein, un peu du David Lynch, où tout à la fin prend un sens. Et peut-être qu'à la fin de ma vie, on se dira, oh, mais il avait vraiment une vraie démarche. On va tout analyser, mais en fait, il a passé tellement de messages dans ces petits animaux mignons. Mais oui, Dans tous ces petits catcheurs là qui avaient un message à passer. oui, c'était le message, parce que le catch, c'est chouette. Voilà. Et puisque j'aime bien aussi la gratuité du geste, pas avoir de sens profond, c'est-à-dire que j'aime bien le dessin pour ce qu'il est. C'est-à-dire que, par exemple, dessiner un chat, parce qu'un chat, c'est chouette, j'aime bien le sujet pour ce qu'il est. J'essaye de pas mettre trop de sens profond dedans. J'aime bien garder ce côté vraiment dessin enfantin. Un enfant, quand il dessine, c'est juste parce qu'il aime ça, et il va dessiner un oiseau patate à 4 bras, et il n'y a pas vraiment de signification, c'est juste parce qu'il avait envie de le faire. Et c'est toujours quelque chose que j'ai voulu garder en tête. Je voudrais qu'on parle un peu du monde du tatouage. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du tatouage graphique depuis que tu as commencé ? Et ben, je trouve que ça va vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais retombé sur un tatouage mag qui n'était pas spécialement vieux, qui devait avoir peut-être une petite dizaine d'années, mais ne serait-ce qu'en disant, c'est devenu complètement autre chose. Et tous les tatoueurs, anciennes et nouvelles générations, qui arrivent apportent quelque chose. Après, je suis pas là pour juger si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je trouve qu'il va très vite, très loin. Du coup, ça prend des décisions et des directions qui sont propres au tatou. Je pense que c'est protéiforme et que ça a encore cet élan alternatif, plus qu'underground, je préfère dire que alternatif. On peut pas le définir par un style. Le graphique a toujours été une espèce de terme un peu bâtard, parce qu'on savait pas comment dire une image ou un dessin à proprement parler graphique. Mais ça va dans toutes les directions et je trouve ça c'est chouette. Ouais, bah oui, puis comme on dit, le style graphique a beaucoup évolué et surtout une diversité énorme. Est-ce qu'il y a, toujours en restant dans cet univers, on va dire, graphique, est-ce qu'il y a des tendances qui t'inspirent, que tu aimes, ou d'autres qui pourraient t'inquiéter, entre guillemets, sur le tatouage ? Qui m'inquiète pas vraiment, parce que je pense qu'on fait du tatouage, du coup c'est une relation à la clientèle, parce que ça reste un métier, on fait ça pour des gens, et souvent c'est les gens qui ont raison, et s'ils choisissent tel ou tel motif, qu'ils préfèrent des petits motifs, c'est eux qui décident, c'est pas nous en tant que tatoueurs qui devons leur imposer quelque chose. Alors il y a des choses qui me parlent un petit peu moins, d'autres qui me parlent beaucoup plus, même si c'est des univers qui me sont étrangers, comme je vois le traditionnel Jap ou des trucs comme ça. C'est pas mon univers, mais je trouve ça très beau. Et après, une petite bousille, et écoute, pourquoi pas, si c'est les gens, si c'est ce qu'ils ont envie. J'essaye de pas avoir d'avis de vieux aigris ou de vieux fanboy. Je me dis que le tatouage est ce qu'il est. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'être sauvé? Pas forcément, parce que le tatouage perdurera à travers les âges. Ça a toujours été là, ça se fera toujours.
Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. Trop cool, merci. Bah, merci à toi. Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefayako.